présente le panel d'invités qui est avec moi. Raphaël Hainaut, donc de l'IGN, Fab, Innovation plutôt, de ce que je sais. Jacques Sainte-Marie, directeur de recherche à l'INRIA, et Nicolas Authière, Université Gustave Eiffel. Vous avez vu ce matin, directeur de programme, toujours peut-être de COSIS R5G, non? Ou ça a évolué? Bon, d'accord. Alors, chacun d'entre vous, je vais vous demander un petit peu votre vision de la situation actuelle, où on en est aujourd'hui, de la concrétisation des jumeaux numériques. Raphaël. Oui, bonjour. Alors, où on en est aujourd'hui, on l'a entendu toute la journée, il y a beaucoup de choses qui sont déjà en cours. Sur notre projet, celui qui a été évoqué là, dans la table ronde des directeurs, le projet de jumeaux numériques de la France, on fait déjà des choses à l'IGN pour notamment travailler sur ce que sera le socle topographique des données qui a vocation à accueillir tout un tas de données sémantiques, de données métiers pour alimenter la réplique numérique du jumeau. Mais toutes les activités dont on a entendu parler aujourd'hui et puis toutes les autres sur ce sujet de modélisation, de simulation, ça nous laisse penser tous les jours davantage que notre projet, ça va surtout être un projet de fédération, en fait, d'initiatives existantes. Alors, sur la partie données, ça va aussi être un projet d'agrégation et de valorisation des données existantes, de transformation, d'agrégation, de valorisation. Et puis, sur tous les sujets thématiques qui sont très variés, comme on l'a vu, il va falloir beaucoup travailler pour les mettre ensemble et les faire communiquer au mieux pour que le jumeau il atteigne cette ambition qui est de pouvoir analyser les choses de manière décloisonnée et systémique. Jacques, d'un aspect peut-être plus technologique, est-ce qu'il y a déjà des choses qui se mettent en place? Oui. Bien sûr, je voudrais juste rebondir sur la première partie de votre question. Donc c'est quand même un peu un buzzword de jumeaux numériques, on l'entend à plein d'endroits, mais comment dire, c'est aussi peut-être une preuve de maturité. Justement, on parlait de simulation numérique, c'est peut-être aussi une preuve de maturité du fait qu'on a des outils de simulation numérique d'un certain nombre de phénomènes. On a eu de l'épidémiologie tout à l'heure, on peut parler de risques naturels, on peut parler d'aménagement du territoire, on peut parler de ressources en eau, et que toutes ces choses-là, quand on parle de risques, par exemple, on parle de multirisques, elles ont besoin d'être couplées ensemble et qu'on ne va pas regarder un seul aspect dans un seul endroit, mais qu'on a besoin de coupler tout ça. Donc c'est à la fois un buzzword qu'on a besoin de concrétiser, en ce sens-là, mais c'est aussi peut-être la preuve d'une certaine maturité. Après, où on est d'un point de vue opérationnel, alors moi je suis mathématicien, plutôt du monde des équations dérivées partielles, du monde que je connais bien, mais je suis aussi directeur scientifique adjoint d'INRIA, et donc je vois un petit peu... il me semble qu'on cherche à coupler donc la partie modélisation, modèle mécanistique, j'ai envie de dire, avec la partie données. Mon analyse, et donc en fait c'est mon domaine, la partie plutôt mathématique, modélisation mécanistique, je pense qu'elle avance beaucoup moins vite en ce moment que la partie données. On mesure bien plus de choses et on voit bien plus de phénomènes qu'on est capable de modéliser et de simuler. Et je pense que c'est une nécessité de coupler les deux, parce que sinon, enfin, je ne vois pas comment mon domaine, mais il n'y a pas que moi qui travaille dessus, bien entendu, pourrait, disons, changer de braquet pour rattraper le retard qu'il a accumulé sur les gens qui sont plutôt du domaine de la mesure et de l'observation. Nicolas, votre avis sur où on en est? Bon, comme Jacques, je pense que ça fait longtemps qu'on en fait. J'ai découvert que j'en faisais depuis plus de 20 ans, en fait, aujourd'hui, donc c'est bien. Je suis rassuré. Mais non, ce que je vois sur l'aspect couplage de modèles de ville, si je prends ma casquette Gustave Eiffel, la question, c'est de l'application des jumeaux numériques à la ville en général. Et ce qu'on voit, c'est que, au point de vue de l'emballement, entre guillemets, niveau recherche, sur ces questions de jumeaux numériques, avec Futur, avec les projets, avec les partenariats, avec les projets PIA, les PEPR qui se mettent en place, on voit qu'on va pouvoir concrétiser des travaux de recherche ambitieux de couplage à l'échelle de villes, de quartiers, d'ici quelques années. Enfin, on est en train de finaliser ces programmes de recherche ambitieux. Voilà, mais qui vont permettre de capitaliser en fait toute une somme de travaux plus anciens. Donc c'est un petit peu la réutilisation, finalement la concaténation qui va peut-être permettre de faire avancer les choses. Alors je vais donner un exemple, je n'ai pas donné ce matin.
on fait du rendu. Depuis longtemps, on utilise des modèles numériques pour faire du rendu d'éclairage, par exemple, pour faire de l'optimisation d'éclairage public. Donc ça, c'est un sujet qu'on fait à la Vallée. On a parlé, le doctorant tout à l'heure parlait du projet E3S. On travaille sur l'optimisation des puissances d'éclairage public. Mais en utilisant le même SIM, on va travailler sur l'optimisation de l'emplacement de panneaux avec des matériaux fonctionnalisés qui permettent de dépolluer, de manger les polluants. Et donc, grâce à la maquette numérique, on va pouvoir optimiser leur emplacement. On aurait pu le faire autrement, mais là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que finalement cet outil-là, comme on l'a à disposition, on ne peut pas en faire autre chose. Donc là, les chercheurs dans différents sujets sont en train de se dire, ah oui, c'est peut-être une opportunité, moi, de faire un développement différent. Raphaël, et là, c'est encore émergent pour moi. Vous, au fur et à mesure que les travaux et les chantiers de recherche évoluent, est-ce que vous discernez des usages que finalement vous n'aviez pas imaginés, ou vous précisez des efficacités que vous n'aviez pas imaginées? Oui, alors sur les usages, on pourrait parler très longtemps, donc il y a beaucoup de cas d'usage thématiques. Nous, on veut faire ce jumeau numérique pour la transition écologique. Après, il y a des usages génériques, effectivement, auxquels on a pensé tout de suite, et d'autres qui se révèlent au fur et à mesure des réflexions. On parle donc évidemment du jumeau pour simuler des phénomènes, simuler des aménagements par exemple, mais il y a aussi quelque chose d'un peu évident, mais sur lequel j'aimerais insister, qui est la puissance en fait, de représentation du jumeau numérique tel qu'on l'envisage, parce que on va pouvoir montrer le territoire en fonctionnement sous toutes ses coutures, et ça paraît évident, mais on va du coup pouvoir confirmer des diagnostics du territoire qui est sous la pression du changement climatique ou sous la pression de diverses activités humaines. C'est très important, et on va aussi, ça a été dit ce matin, ce sujet de la crédibilité des simulations qu'on va montrer dans le jumeau. Il faudra y travailler, il faudra montrer différemment ce qui est certain et ce qui est moins sûr. Et c'est quelque chose qui a été dit ce matin aussi. Je pense qu'on peut en effet associer, par exemple, des artistes pour peut-être représenter des scénarios de la transition écologique qui les rendent désirables. Donc il y a tout un potentiel en fait sur la représentation qu'offrira le jumeau numérique. Et puis à côté de ça, effectivement, il y a les usages toujours un peu liés à la représentation, de comparaison des territoires entre eux, puisqu'on va pouvoir regarder les choses de près, mais on va aussi pouvoir dézoomer. Et puis, oui, tous les usages sur la partie simulation, qui sont ceux auxquels on a pensé au début, quand on a voulu faire ce jumeau, bien sûr. On entendait tout à l'heure un exemple de start-up qui nous disait qu'il travaillait à l'échelle locale, justement pour prévoir ensuite un jumeau national. C'est quand même aussi comme ça que vous travaillez ? Oui, alors il y a des préoccupations qui sont globales. Il n'y a pas de problème en termes d'aménagement, en termes de transport. Il y a des choses qui sont beaucoup plus locales. Je ne sais pas, moi, le risque sismique ou le risque d'inondation, il n'est pas équiréparti sur tout le territoire. Donc il y a forcément des spécificités. L'agriculture, par exemple, on ne va pas regarder exactement les mêmes choses. Les ressources en eau, dans le Grand Est, il y a des problèmes qui s'opposent de façon différente et avec une acuité différente suivant les endroits. Au fur et à mesure des travaux, on s'est effectivement rendu compte du périmètre énorme que ça pouvait potentiellement recouvrir. Et là-dessus, je pense que voilà, on n'a exclu personne, bien entendu, et tous les phénomènes qu'on vient d'évoquer là, si on en fait la liste des organismes publics, privés, d'entreprises qui sont potentiellement concernés, il va falloir beaucoup plus d'une page que celle que vous avez de questions, c'est ça, il faut que j'écrive plus petit. Alors. Et donc, voilà, potentiellement, c'est effectivement très important. Il y a des objectifs scientifiques qui ont été donnés, et on l'évoquait un petit peu ensemble tout à l'heure. Il y en a un sur lequel je veux absolument insister, c'est la notion de décarbonation. Beaucoup de gens ont évoqué dans les présentations avant la notion d'impact environnemental. Et n'oublions pas, alors donc moi je travaille à l'INRIA, un institut de sciences de recherche du numérique, et je m'occupe des questions numériques et environnement. Le numérique a un impact en soi. Il y a eu un rapport ADEME-ARCEP il n'y a pas très longtemps. J'ai discuté beaucoup avec les gens de l'ADEME et de l'ARCEP avec qui que je vois souvent. Il a c'est 4% de notre empreinte carbone à peu près, avec une croissance à 2 chiffres. Donc si vous vous projetez dans quelques années, ça devient quelque chose de très 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 important. Et le numérique sur cette croissance n'est pas vraiment tenable, me semble-t-il, sur cette tendance-là. Maintenant, on
on est engagé dans, enfin, nos pays, nos nations, certaines nations sont engagées sur des trajectoires de réduction de l'empreinte environnementale, de transition écologique. Et pourquoi ils sont engagés là-dedans? Parce qu'il y a eu des travaux de scientifiques qui ont alerté et qui donnent des scénarios à 2030, à 2050. Et donc, j'ai dit, la première question que j'avais, est-ce que le numérique est tenable? Ma réponse est non. Mais la seconde, c'est ces travaux, ils sont faits sur la base, enfin, ces politiques sont menées sur la base de travaux scientifiques. Et qu'est-ce qu'un rapport du GIEC sans numérique? Alors, à mon avis, il ne reste pas grand-chose. Je ne dis pas qu'il ne reste rien, hein, mais on en enlève quand même beaucoup. Et donc, si j'ai pris ce temps pour répondre, c'est pour dire il faut absolument qu'on tienne compte. On tient compte des impacts directs du numérique, typiquement fabrication des terminaux, hein, c'est le 70%. Mais le numérique doit aider à décarboner. Et l'objectif d'un jumeau numérique, c'est d'aider. Alors ça a dû être dit ce matin, et je suis désolé, j'avais d'autres choses, j'ai pas pu venir, mais à l'appui aux politiques publiques et vraiment à décarboner. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne dis pas qu'il y a aussi la notion de risque naturel, hein, mais qui me semble très importante, mais c'est vraiment important. Aider à décarboner. Si on arrive à ça, je pense qu'on aura gagné. La mise en œuvre, on va sans doute y revenir, mais c'est quand même pour moi l'impact numéro 1, aider à décarboner. Nicolas, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, je vais donner un exemple pour aller dans ce sens-là. Nous, on a travaillé depuis milieu des années 2000 sur la route connectée. Donc, le fait de mettre des services, par exemple, pour mieux gérer le trafic, entre guillemets, en mettant des bornes des émetteurs Wi-Fi dans les voitures qui seraient écoutés par le bord des routes. Donc, de connecter les véhicules et les infrastructures. Et donc, on a commencé localement en intéressant, par exemple, les Yvelines, parce qu'il y avait l'industrie automobile, etc. On a commencé à ce niveau-là. Après, vous avez un département comme l'Isère qui s'est intéressé. Et tout ça articulé par le niveau national, donc travailler au local pour faire émerger les premiers services. Puis progressivement, le but est de couvrir le territoire en borne, en récepteur, ça s'appelle CITS, en ITS-G5, je ne vais pas rentrer dans la technique. Et aujourd'hui, donc, il y a une succession donc, de projets européens d'équipement. Et aujourd'hui, c'est la première fois, donc c'était vacances de Noël, pour faire simple. Les appels à projets européens, c'est toujours à Noël ou au mois d'août. Ça. Et donc, aux vacances de Noël, la question, c'était, le ministère de la Transition écologique nous demande, est-ce que Gustave Eiffel pourrait proposer une hiérarchie des services à déployer en fonction du coût-bénéfice en émissions CO2. Par exemple, afficher le temps de parcours, combien ça fait de réduire les émissions CO2 et comment sont stockées les données, etc. Donc c'est la première fois, et donc on arrive là à cette question, à quoi ça sert, d'un point de vue climat, de mieux réguler le trafic. Parce qu'on oublie la sécurité routière dans ce cas-là, mais bon. Voilà. Donc là, on est typiquement du bottom-up, avec des questions de décarbonation. Et donc, comment on fait pour résoudre ça si on n'a pas finalement un jumeau numérique, par exemple, du trafic sur toute la circulation, les simulations, les outils de simulation venant académiques qui vont permettre de simuler les services et leur impact sur la réduction des émissions. Il y a l'impact évidemment du numérique sur l'environnement, ça c'est sûr, mais ne serait-ce que matériellement, Raphaël, ça nécessite une infrastructure très lourde de faire fonctionner un jumeau numérique et un jumeau numérique national. Oui, certainement. Alors ça, ces sujets-là, dans le cadre de ce projet qui, ça a été dit, n'a pas vraiment encore démarré, on en est quand même à la phase de réflexion amont. Donc ce sujet-là n'est pas encore tranché. À l'IGN, on a un autre projet en ligne de mire qui est déjà avancé, qui est la géoplateforme, qui va héberger beaucoup des données qui vont nourrir la réplique numérique du jumeau de la France. Donc c'est assez naturel de penser que les trajectoires de ces deux projets, le projet de géoplateforme et le projet de jumeau numérique de la France, vont converger. Probablement pas tout de suite. La géoplateforme ne sera pas prête pour assurer cette partie infrastructure du jumeau. Et donc là, pour le moment, les réflexions sont encore ouvertes sur comment on va, sur quelle infrastructure on va faire reposer effectivement à la fois ce très gros volume de données et tous les flux qui seront liés à ça.
Et matériellement, ça nécessitera d'avoir des puissances de calcul assez importantes avec des supercalculateurs, éventuellement, selon l'ampleur du modèle. Il y a aussi la complexité. Et je ne sais pas si c'est de ça dont vous voulez parler. Je veux pas vous prendre vos questions. Hein. Allez-y si vous avez d'autres questions. Alors, mais je veux bien compléter. Réagissez. Je vais compléter sur 2 points d'un point de vue numérique. Donc je travaille dans un institut de recherche en sciences du numérique. Je pense qu'il y a vraiment, et là en termes de sciences fondamentales, beaucoup de choses à faire vis-à-vis des questions environnementales. La notion de théorie de l'information, de théorie de la complexité, de programmation, c'est des choses où, on a beaucoup relaxé les contraintes depuis un certain nombre de dizaines d'années. Pourquoi ? Parce que la capacité des ordinateurs augmentait beaucoup. Et donc, les gens qui sont un petit peu plus âgés que moi, quand ils ont été formés, on leur apprenait qu'une ligne de commande, et une commande, c'était une commande. Il fallait vraiment faire très, très attention. Et cette contrainte-là, elle a disparu, avec une empreinte environnementale qui a beaucoup augmenté. Premier point. Second point, je pense beaucoup les choses liées à l'IA. Les choses liées à l'IA, donc l'intelligence artificielle et le machine learning. C'est donc très coûteux. Ça consomme énormément d'énergie, principalement sur la phase d'apprentissage. Et là, je pense qu'il y a à nouveau, en termes de recherche, vraiment quelque chose qui est excessivement important pour nous, d'un point de vue scientifique et même d'un point de vue de souveraineté. Qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? Les débats, j'avais beaucoup de choses à faire aujourd'hui, mais j'écoutais un peu la radio ce matin, donc vous avez entendu des choses sur l'IA par exemple. Qu'est-ce qu'on observe au jour d'aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il y a des envies chez un certain nombre d'acteurs, généralement étrangers, de créer des monopoles. Et comment on fait pour créer un monopole ? On fait en sorte que les outils soient très gros, qu'on soit le seul à avoir les machines pour pouvoir faire tourner ces outils-là. ChatGPT, DeepL par exemple, et ce genre de choses. Et l'enjeu pour nous, pour les gens qui travaillent sur ces questions-là, c'est aussi d'avoir des outils et des algorithmes qui sont beaucoup moins gourmands d'un point de vue empreinte environnementale et qui peuvent être utilisés par beaucoup plus de gens sur des machines plus petites comme on peut en avoir dans nos laboratoires ou certains ici dans la salle, et pour permettre de déverrouiller le système et donc d'avoir une pluralité d'acteurs et beaucoup plus d'innovation. Encore une fois, s'il faut à chaque fois avoir des machines complètement gigantesques pour faire tourner l'outil qu'on utilise, ben forcément, le système est verrouillé par quelques grands acteurs d'un seul coup. Et donc, il y a une nécessité en termes de sciences fondamentales du numérique à travailler sur ces sujets-là. Voilà. J'allais parler aussi d'autres choses sur les impacts indirects, mais non, mais Nicolas, la solution, il va vous la donner tout de suite. Là. Non, il y a une discussion en interne qui est assez intéressante. C'est est-ce qu'on développe notre propre data center au sein de l'université. Alors, il y avait une réflexion, par exemple, sur le campus de Nantes, faire un data center à Nantes, c'est pas en ville, ça va pas provoquer de réchauffement. Puis il y a des gens qui travaillent sur les géomatériaux, donc finalement faire de l'éco-conception de data center à Nantes, donc de travailler sur le physique, puisque c'est du hardware, on rejoint du hardware hardware numérique et hardware physique. Donc il y avait cette réflexion-là. Et puis de l'autre, est-ce qu'on ne loue pas ? Finalement, on ne prend pas plutôt des heures de location. Par exemple, c'est Jean Zay, le centre de calcul Jean Zay. Et là, c'est intéressant parce qu'en discutant avec les chercheurs de mon département, ils me disent, je dis, on loue des heures de calcul et tu veux quand même acheter un machin avec 36 000 GPU, mais pourquoi ? Ah bah oui, parce que si mon algorithme, il n'a pas appris, si mon apprentissage dure plus de 48 heures, non, je suis coupé. Et donc, il faut que mon modèle, mon code, il passe à l'échelle. Et donc, il faut qu'il soit suffisamment parallélisé pour que je puisse apprendre mon modèle en moins de 48 heures. Donc, on a ces réflexions, mais quand même, il faut les payer, toutes ces machines. Oui, après, tout est à relativiser entre les efforts numériques pour un calcul, pour un jumeau numérique, et une transaction Bitcoin qui équivaut à peu près à 1000 transactions Visa, sans parler du déminage où les gens balancent leur PC parce qu'ils sont obsolètes au bout de 15 jours, et ce que ça représente par rapport à tout ce qu'éventuellement on pourrait économiser par ailleurs. Il y a quand même une question sur les données, Jacques, que je voulais vous poser, parce que les données entre le BRGM, les uns et les autres acteurs sont jamais structurés de la même manière. Il va falloir penser à ce que tout le monde puisse se parler correctement. C'est un effort, ça ? Oui, tout à fait. Alors, il y a une question de format de données, et il y a aussi une question, disons, de toute la valeur de la donnée.
ou des valeurs de la donnée. Il y a certaines données qui ont des valeurs scientifiques, il y a des données qui ont des valeurs économiques, il y a des données qui ont des valeurs de privacy, de vie privée, personnelle, et certaines combinent toutes ces choses-là. Donc ça, c'est déjà, je pense, une complexité de tenir compte de tout ça et de créer un cercle vertueux. Parce que le premier réflexe, quand on a quelque chose qui a de la valeur, c'est de le garder pour soi. Hein. C'est pas de le donner, de le mettre en commun. Hein. Voilà. Donc, comment on crée un cercle vertueux pour arriver à ce genre de choses? Voilà. À partir du moment où vous le donnez disponible gratuitement, c'est que ça, vous avez perdu quelque part de la valeur. Donc, encore une fois, et donc là, j'insiste, hein, on est, nous, ici, enfin, moi, je parle pour moi, mais je pense mes collègues aussi, hein, on travaille en termes d'appui aux politiques publiques, hein, de ce genre de choses. Et donc, créons un cercle vertueux et des initiatives de jumeaux numériques qui n'ont pas marché, ou disons d'entrepôts de données qui ne marchent pas très bien, ou pour lesquels on avait fondé beaucoup d'espoir. Il y en a, pour des raisons qui sont voisines de ce calcul. Après, il y a la question des formats. Alors, là, je pense qu'on a un dilemme. Voilà, donc, et le dilemme, c'est voilà, la biodiversité, c'est bien dans la nature. Et je pense que c'est bien aussi chez nous, dans nos structures, et tenir compte des spécificités de chacun. La première envie, ça serait de mettre des règles pour que chacun ait le même format. C'est sûr qu'en faisant ça, ça ne marchera jamais. Enfin, c'est évident que ce truc-là, on aura quelque chose dans la continuité, on n'aura rien en termes de rupture si on fait ça. Et donc, trouver le bon équilibre me semble pas évident. À mon avis, il faut absolument tenir compte de la diversité de l'existant, chercher à faire rentrer tout le monde dans le même moule. Quand on fait rentrer un pied de 42 dans du 38, ça fait mal. Oui, alors je vois les micros qui se lèvent là. Raphaël d'abord, Nicolas, parce que vous venez de parler. Ça va être court parce que je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Jacques. Merci Raphaël, alors Nicolas. Non, mais effectivement, il y a un sujet d'interopérabilité, un sujet effectivement d'utiliser les standards quand ils existent, mais au-delà de ça, je pense que c'est surtout un sujet de donner envie à des acteurs qui détiennent des données de les partager pour des cas d'usage qui vont servir effectivement par exemple la transition écologique. Et ça, je pense que c'est une ambition plus forte que le sujet sur les formats de données. Moi, je voulais témoigner d'un problème RGPD. Enfin, Jacques parlait de privacy. Alors, privacy pour les animaux, je ne sais pas si ils ont un syndicat pour se défendre vis-à-vis de ça, mais ils ont, puisqu'ils font passer des lois au Parlement. Donc, voilà. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est, je fais de la vision. Enfin, je faisais de la vision. Donc, j'essaie de récupérer des données images le long des routes pour aller par exemple, observer, l'idée, c'est de se dire, les caméras qui sont installées pour gérer le trafic, donc elles sont intelligentes, donc il y a tout le moratoire sur l'intelligence des caméras, qu'est-ce qu'on peut faire avec ou pas. Du coup, elles sont traitées en edge, en proche, et on ne retraite que les vecteurs de données, les résultats. Mais si ces images-là, moi, je veux les utiliser pour faire du suivi de l'état hydrique de la végétation, si je veux les utiliser pour détecter des événements de pollution, des crises, entre guillemets. Aujourd'hui, je ne peux pas, puisqu'elles sont traitées en edge. Donc, en fait, je suis obligé d'en mettre un autre. Donc, voilà, quelle est la valeur de la donnée. Donc, il y avait ces questions de réemploi de la donnée, de stockage. En plus, si je peux la récupérer, je peux faire du suivi. Tiens, l'année dernière, c'était mieux. Je ne peux pas la stocker, puisqu'il faut que je dise pourquoi je la stocke. Donc là, pour moi, on se heurte à un problème. Et je vais donner une conséquence réelle, c'est... J'étais rapporteur d'une thèse à Météo France il y a 2 ans. Fait un modèle où ils utilisaient les images des caméras, toujours, pour aller mesurer la visibilité et en déduire le niveau de neige, d'enneigement, et prévenir plus vite les services de viabilité hivernale. Ils ont montré avec leurs caméras qu'ils gagnaient, par exemple, un quart d'heure ou une demi-heure pour l'AVH. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rien, parce que le doctorant a appris ces données sur des images de caméras américaines, avec une licence qui ne lui permet pas de l'employer. Et donc, le modèle appris, finalement, ne peut pas être exploité en France. Et comme Météo France a 3 caméras, enfin, très peu de caméras par rapport aux États-Unis, en fait, il ne peut pas commercialiser ou en tout cas déployer le service. Voilà, donc là, moi, j'ai un problème. On est bloqué. Voilà.
C'est pareil pour la télé, quand on vérifie des images, pour lutter contre la désinformation, on ne peut pas stocker, donc on refait le travail à chaque fois. Et pareil pour nos copains suisses et allemands, et voilà, on ne peut pas mettre en commun. Mais on y réfléchit, on y travaille. Est-ce qu'il nous reste rien, normalement? Mais est-ce que vous avez une question? Peut-être qu'on a quand même le temps de prendre une petite question ou deux à nos amis. Non, ça y est, vous êtes déjà au pot, là, c'est fini. Ah, si, une courageuse. Bravo. Moi, c'est plus une remarque. On avait été rapproché par La Poste qui faisait de la captation de données, justement, avec des caméras le long. Et ça, c'est pas des images, pour le coup, qu'on peut réutiliser? Alors, je sais pas. Je connais des travaux de La Poste sur la captation de déformation de chaussées, de dégradation de chaussées ou d'infrastructures. Je connais des travaux sur ces choses-là. Alors, c'est des choses qui sont... Alors, on a un projet à l'INRIA avec le groupe La Poste sur cette question-là, avec le CEREMA aussi. Donc, au moment où je rentrais, il y avait Pascal Berthaud qui partait. C'est déjà utilisé pour faire de la... de surveillance, de maintenance prédictive des ouvrages d'art et des chaussées. Et donc, typiquement, c'est exactement le type de données qui a vocation à alimenter un jumeau numérique, mais ça a vocation. Après, je pense que les gens que vous avez approchés, je connais le nom ça s'appelle Geoptis, la filiale de La Poste qui fait ça. C'est une entreprise qui a un marché et qui a un business. Et donc, quand je décrivais tout à l'heure la notion de commun numérique, Sébastien Soriano il présentait quelque chose hier aux journées de l'INRIA, et donc il a employé ce mot, il l'emploie assez souvent. Créer des communs numériques avec des valeurs assez importantes pour certaines données, ce n'est pas complètement évident. Mais ça me semble effectivement une bonne finalité. Il n'y a pas le droit d'archiver en fait l'image brute, le traitement, le résultat, on peut l'utiliser. Mais si on veut comparer d'une année à l'autre, pas sûr que ce soit RGPD compatible. Et ça dépend si vous l'utilisez dans un workflow industriel ou si c'est à des fins de recherche. C'est là-dessus qu'on essaye de jouer. C'est compliqué, mais c'est pour préserver la liberté des gens. D'autres questions ? Oui, Marc Barbier. Une question sur justement ce qu'on a entendu aujourd'hui. On a commencé avec cette idée qu'il y avait des hubs de jumeaux numériques possibles, voire souhaitables, dans le sens où c'était une bonne façon de connecter des communautés de recherche sur des données hétérogènes, etc. Et peut-être aussi à des niveaux de questionnement qui permettaient tout particulièrement de se confronter à des questions de décision à ces niveaux d'échelle-là. On a vu aussi, et on a entendu beaucoup sur le jumeau France, le jumeau anglais, qui relève d'une autre perspective, je pense, en termes de décision, comme en termes de collecte de données. Donc ma question, elle va venir plutôt sur le fait de savoir si les communautés de recherche d'entreprises et de décideurs qui pensent en termes de jumeaux numériques, jusqu'à la confrontation, à la décision, bien entendu, pas pour faire du jumeau numérique comme on en faisait déjà il y a 20 ans sans ça le voir, hein. Mais si on a ça en tête, est-ce qu'il y a quelque chose qui relève de la préparation des jumeaux pour qu'ils puissent échanger? J'entends par là la vieille question de l'interopérabilité, hein, mais là qui serait traduite à l'échelle de ces entités qui sont les jumeaux et qui pourraient concerner autant les datas que les modèles, que les interfaces, voire même que les outils collaboratifs web orientés à travers lesquels... voilà. Si je dis ça, c'est aussi dans un souci d'économie pour pas qu'on refasse à chaque fois les mêmes choses à Utrecht, à Marne-la-Vallée et ailleurs, et qu'il y ait une véritable aussi accélération si ces outils jumeaux numériques sont pertinents pour l'Anthropocène. Alors, j'ai pris mon micro parce que je pensais que vous alliez conclure sur un autre point, donc je réponds rapidement, mais il y a une chose qui est absolument fondamentale, qu'on n'a pas tellement parlé, quand même, c'est la notion de modèle au sens modèle mécanistique. J'ai évoqué le mot au départ. C'est quand même quelque chose d'assez important, hein, dans ces jumeaux numériques. Il y a la partie données disponibles, et puis il y a la partie modélisation pour justement à la fois prédire ou combler les trous de données manquantes. Et il faut que nous, chercheuses, chercheurs, scientifiques, communauté scientifique, c'est une opportunité, je pense, pour nous, pour que les modèles qu'on développe, alors moi je travaille sur l'équation de Navier-Stokes, la surface libre par exemple, mais il y a plein de gens ici qui travaillent sur d'autres aspects, c'est une opportunité pour nous,
que ces modèles qu'on développe sortent de nos laboratoires, parce qu'ils soient disponibles dans ces jumeaux numériques, avec le Maya, le MNT qui va avec, la paramétrisation, et que les gens, décideurs particuliers, entreprises, les utilisent. Je pense que pour nous, c'est... Enfin, c'est... Je ne dis pas que c'est la vie ou la mort, mais les organismes, et à la Direction des Linéaires, on soutient des projets de développement d'outils numériques, de codes de simulation numérique. Ça, c'est un débouché gigantesque pour eux. Et c'est une façon de casser le plafond de verre, qui pour l'instant me semble... ces outils sont très bien, hein, mais ils ont du mal des fois à passer le caractère opérationnel. Et ça, c'est une fenêtre de tir, à mon avis, majeure pour que ces outils-là passent dans un niveau réellement opérationnel. Raphaël, vous vouliez répondre aussi ? Peut-être pour dire un petit mot complémentaire, du coup je parle de ce jumeau numérique de la France hein, qu'on a en projet, où il y a en effet à la fois une partie recherche, parce qu'on sent bien qu'il y a beaucoup de verrous à lever, notamment ce qui vient d'être dit. Il y a aussi un volet opérationnel, et du coup, cette question de ne pas refaire ce qui existe déjà, elle est cruciale, et on l'a vraiment en tête. Donc, il y aura... Enfin, ce sujet-là sera traité par la recherche, mais sera aussi traité de manière opérationnelle par tout simplement du dialogue, des phases de co-construction avec les acteurs qui sont en charge soit d'un jumeau thématique ou dans les collectivités d'un jumeau territorial.